Bonjour et bienvenue chez Papa Maman Tout va bien. Il y a plus de 5000 ans, des petits hommes et des petites femmes ont eu pour idée de prendre un morceau de bois et de le planter dans des planches d'argile. Petit à petit, ils ont commencé à dessiner des figures et à compter grâce à ces figures, puis représenter des mots. Ces figures et cette écriture cunéiforme, c'est son nom, étaient les premières écritures de l'histoire de l'humanité et elles ont été découvertes en Mésopotamie, devenue plus tard l'Irak. Alors aujourd'hui, on prend la route pour le pays de la Porte de Dieu, le pays de la capitale antique Babylone, l'une des plus grandes villes du monde à son époque. C'est aussi le pays du patriarche Abraham, de Aladin, de Ali Baba, c'est le pays de Simbad le marin. En termes de nature, c'est aussi un pays avec des sites au patrimoine mondial de l'UNESCO, un pays d'histoire, un pays de sites archéologiques comme celui de Tel Eridu. La diversité ethnique n'est pas mal non plus, avec des groupes tels que les Arabes, les Kurdes, les Turkmènes, les Assyriens, qui ont vécu ensemble et partagent encore un pays qui fait presque la taille de la France. L'Irak possède un héritage culturel unique et des paysages variés, et pourtant depuis des décennies, ce pays riche est sous les bombes, entre guerres, conflits et révoltes. Alors vous l'avez peut-être saisi grâce à cette introduction, l'Irak est un pays aussi riche que complexe. Dans un épisode précédent à Dubaï, l'histoire était facilement compréhensible. Avant c'était que du sable et maintenant c'est que du sable avec des tours. Et bien pour préparer cet épisode sur l'Irak, il m'a fallu des heures de documentation pour comprendre l'Irak, comprendre qui a envoyé la première bombe, comprendre qui sont les Kurdes, qui sont les Yézidis. Pour nous guider à travers ce voyage, j'ai rencontré Léa, une passionnée d'histoire et de voyage qui a exploré les différentes facettes de l'Irak. Elle va nous partager avec nous ses expériences, ses découvertes et ses connaissances sur ce pays fascinant. Elle va nous raconter ce qu'elle a vu, goûté, appris au berceau de la civilisation. Salam alaikum Léa. Choum Béranger. Merci beaucoup d'avoir accepté de partager avec nous tes aventures en Irak. Alors la première question que j'ai envie de te poser, c'est évidemment, qu'est-ce que tu fous là ? Reviens tout de suite, mais je pense qu'on ne peut pas parler de l'Irak sans avant tout présenter son histoire de 5000 ans et sans présenter un peu la géopolitique de l'Irak. Alors j'ai mentionné rapidement l'histoire ancienne. Est-ce que tu peux nous raconter ce qui s'est passé ces dernières années pour que l'Irak soit l'Irak qu'on connaît actuellement ? Oui, je vais essayer de te présenter brièvement l'Irak moderne qui a émergé à la fin de la Première Guerre mondiale lorsque l'ensemble des provinces de l'Empire ottoman sont devenues un mandat britannique. À partir de 1932, l'Irak obtient son indépendance sous la monarchie hachémite, qui est le clan actuellement encore au pouvoir en Jordanie. Par la suite, le royaume irakien a été marqué par une grande instabilité politique et sociale, avec de nombreux coups d'État militaires. Et celui qui est le plus connu dans l'histoire moderne de l'Irak, c'est en 1968, le parti Baath, dirigé par Saddam Hussein, qui arrive au pouvoir à la suite d'un coup d'État interne. À la suite de cet épisode politique, Saddam Hussein va consolider son pouvoir en instaurant un régime autoritaire, établissant un très fort culte de la personnalité autour de lui-même et en réprimant toute opposition politique, quelle que soit l'ethnie ou la religion des personnes visées. À cette époque, on n'était pas du tout dans un gouvernement anglais ou quoi, les Anglais étaient partis depuis longtemps. Ouais. C'est Saddam Hussein qui, dans son coin, il a fait son coup d'État et Alors, il en voulait fait, quoi ? si tu veux, il y a un épisode précédent, donc 32, l'Irak devient indépendante sous une monarchie. Et ensuite, il y a plusieurs coups d'État, dont un en 58 qui va renverser la monarchie et mettre en place un mouvement nationaliste irakien. Mais le pays va rester quand même assez instable, avec beaucoup d'opposition politique, énormément de différents groupes politiques. Et c'est ce qui fait qu'en 68, c'est Saddam Hussein qui va prendre le pouvoir, en faisant un énième coup d'État interne. Sauf que lui, vu qu'il a pu observer cette grande instabilité politique-là, il va tout verrouiller de l'intérieur et s'assurer que chaque personne qui pourrait prétendre au pouvoir soit muselée. C'est pour ça que sous Saddam Hussein, t'as autant de morts et qu'on parle souvent de l'Irak comme un des plus grands charniers dans l'histoire moderne. À cause de Saddam Hussein, mais de sa répression. Exactement.
ce qui va renverser Saddam Hussein, on peut le voir après, ça va être l'invasion américaine. Mais entre-temps, on a plusieurs moments historiques importants et qui vont venir modifier le cours de l'histoire irakienne et influer sur la suite de la vie de ces populations. Donc un premier épisode important, c'est en 80, quand l'Irak envahit l'Iran. Et donc là, on déclenche ce qu'on appelle communément la guerre Iran-Irak pendant 8 ans. Donc le conflit se termine en 88 sans aucun gain territorial significatif pour aucun des deux pays, et avec des pertes humaines, économiques massives, et donc des répercussions au niveau des populations qui sont absolument dramatiques. Et ça, c'est Saddam Hussein qui a initié ça ou c'est du côté Iran ? C'est l'Irak qui va initier l'envahissement de l'Iran et qui va réitérer ça dans les années 90, puisque l'Irak de Saddam Hussein en 1990 envahit le Koweït, cette fois-ci, son voisin, déclenche ce qu'on appelle la première guerre du Golfe, puisque Saddam Hussein à ce moment-là n'avait pas anticipé avec la chute de l'URSS qui perdrait ce soutien soviétique et qu'il n'y aurait pas d'opposition en fait à la mobilisation d'une coalition internationale, puis à la mise en place de sanctions économiques au niveau du Conseil de sécurité. Parce qu'ils ont parce qu'ils ont fait la guerre au Koweït. Exactement. Saddam Hussein considère que le Koweït vole du pétrole à l'Irak, et il y a aussi historiquement cette croyance que le Koweït c'est une ancienne province de l'Irak et qu'il doit donc rentrer dans le territoire irakien. Mmh. À la suite de ces deux gros épisodes conflictuels, l'Irak donc est soumis à des sanctions économiques qui sont très sévères, ainsi qu'à des inspections des armes de destruction massive par les Nations Unies, puisqu'on soupçonne l'Irak d'acquérir du matériel militaire nucléaire, et donc il va y avoir des inspections des Nations Unies. Et ce qui va amener en 2003 les États-Unis et leurs alliés à envahir l'Irak en justifiant cette intervention par une menace supposée des armes de destruction massive détenues par Saddam Hussein. Cependant, aucune arme de ce type n'a été trouvée. Ils sont venus sans preuve. Ils sont venus sans preuve, ils sont venus sur une croyance... Alors, tu as plusieurs analyses géopolitiques de la décision des États-Unis d'envahir l'Irak. Une partie va être de dire que c'est justifié par une croyance réelle que Saddam Hussein entretenait lui-même que l'Irak détenait des armes de destruction massive. En fait, c'est un moyen pour Saddam Hussein de se protéger contre une invasion ou une attaque potentielle de l'Iran. Et d'autres raisons invoquées qui sont tout aussi plausibles, c'est que Saddam Hussein était une menace pour les États-Unis et donc il leur a fallu trouver une raison valable aux yeux de l'opinion publique mondiale pour pouvoir attaquer l'Irak. Ouais, ok, donc ça c'est en 2003. Exactement. Et donc cette invasion de l'Irak, elle a pour conséquence de renverser Saddam Hussein et comme conséquence directe, c'est de plonger le pays dans une période de total chaos et d'instabilité. Puisque l'occupation américaine, au départ, elle est plutôt... vraiment dans les premiers jours, accueilli par certaines proportions de la population comme un sauvetage, puisque Saddam Hussein c'est quand même un dictateur qui tue tout opposant politique. Il y a une répression énorme au niveau de la liberté politique, la liberté d'expression. Sauf que ensuite, l'armée américaine elle est confrontée à une insurrection extrêmement violente de la population irakienne, et le pays va sombrer dans des affrontements sectaires et communautaires extrêmement fort, qui oppose principalement les Arabes sunnites, les Arabes chiites et les Kurdes, puisque chacune de ces communautés a ses propres revendications politiques et a été aussi plus ou moins malmenée par le pouvoir de Saddam Hussein lorsqu'il était en place. Alors là, on a l'arrivée des chiites et des sunnites en plus du minaret, donc ça c'est bien une preuve que t'es bien en Irak. Oui, exactement. L'arrivée des chiites et des sunnites, et ils arrivent quand eux, ils sont toujours ensemble et il y a les Américains qui arrivent et ils s'opposent entre eux à ce moment-là où il y a toujours eu des conflits dans l'histoire. Alors
il y a toujours eu des conflits et comme tout pouvoir autoritaire, on se base sur une certaine minorité pour en exclure une autre, ce qui permet de nous assurer un certain soutien. Donc c'est notamment un clivage qui a été appuyé par Saddam Hussein pendant qu'il était au pouvoir. Et les Kurdes, il a également, on a toujours essayé de réprimer leurs revendications d'autonomie. Peut-être un petit rappel que je peux faire sur la différence chiite-sunnite, si tu veux. Oui, je veux bien, oui. Ouais. Donc c'est à la mort du prophète Mohammed en 632 qu'on va avoir ce clivage-là, puisque la disparition du prophète, elle va poser la question de sa succession. Donc les chiites, ils vont choisir le fils spirituel de Mohammed, qui s'appelle Ali, pour guider les croyants au nom des liens du sang, alors que les sunnites, eux, ils vont décider de faire de Abu Bakr, compagnon du prophète, le premier calife. Et cette séparation, elle a été faite au moment de cette décision ou déjà avant il y avait chiites et sunnites? Elle se fait à ce moment-là. Donc on est vraiment sur des questions de succession et c'est là aussi où en fait on pourrait se dire c'est une simple question de leadership religieux, mais non en fait ça va être toute la vision de la religion islamique qui va se scinder à partir de cette scission, puisque les chiites ils vont fonder un clergé qui se structure de façon très hiérarchisée et l'autorité elle est légitime parce qu'elle vient du descendant de la famille du prophète. Alors que chez les sunnites, eux, ils élèvent uniquement le Coran au statut de divin. Et l'imam est alors un homme parmi les hommes choisi pour guider le peuple des croyants. Et c'est ce qui fait que chez les sunnites, on a une confusion beaucoup plus forte entre le religieux et le politique. Et alors les Kurdes dans tout ça, parce que tu en as parlé aussi là, sans les présenter, les pauvres dans l'histoire, qu'est-ce que c'est les Kurdes dans le pays? Ils sont arrivés à un moment donné ou ils étaient déjà dans le pays au moment des conflits entre les chiites et les sunnites? Alors les Kurdes, ils sont présents dans différentes régions de l'Empire ottoman et à partir de la chute, ils vont être divisés entre plusieurs pays, dont l'Irak. Et les Kurdes en Irak, ils vont très vite chercher à obtenir une autonomie pour préserver leur identité culturelle, notamment. Donc dès les années 20, les années 30, les Kurdes irakiens, ils vont mener des révoltes, des soulèvements contre le gouvernement central. Ils vont chercher à établir un État kurde indépendant. Cependant, à chaque fois, elles sont violemment réprimées par les autorités irakiennes. Et pour revenir à ta question de l'histoire des Kurdes sous Saddam Hussein, dans les années 70, il faut savoir que Saddam Hussein met en place une politique d'arabisation forcée dans les régions kurdes pour justement essayer d'annihiler toute revendication d'autonomie. Donc ça va entraîner des déplacements de population, des expropriations, des atteintes aux droits des populations kurdes. Ils vont pas se laisser faire, ils vont réagir. Et dès les années 80, au moment de la guerre Iran-Irak, ils vont tenter de profiter du chaos pour obtenir plus d'autonomie. Toutefois, le régime de Saddam Hussein, il va violemment réagir et il va attaquer des civils kurdes et faire des milliers de victimes. En plus du conflit Iran-Irak. En plus du conflit Iran-Irak. Ce qui va venir un petit peu contrebalancer ce déséquilibre entre les Kurdes et le gouvernement central irakien, c'est qu'après la guerre du Golfe, la première guerre du Golfe, en 91, il va y avoir une zone de non-survol qui va être établie dans le nord de l'Irak, donc là où sont principalement présents les Kurdes. Donc si je dis pas de bêtises, ça va être par les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, donc une zone de protection qui vont... Et donc cette coalition-là, elle va permettre aux Kurdes d'établir un gouvernement autonome appelé gouvernement régional du Kurdistan. Et ce gouvernement-là, il va mettre en place ses propres institutions et obtenir un certain degré d'autonomie dans la gestion de ses affaires internes. Dans les années qui suivent, les Kurdes irakiens, ils vont consolider ce gouvernement régional et connaître une relative stabilité ainsi que une prospérité économique grâce notamment aux ressources pétrolières. Qu'est-ce qui empêche de pas faire un pays entier? Genre ils veulent pas une indépendance entière? Ou alors elle est pas accordée? Alors, ouais, elle est pas accordée. Il faut savoir que la région du Kurdistan irakien, donc
L'État aujourd'hui, irakien, c'est un État fédéral, avec donc l'État fédéral arabe irakien et le Kurdistan irakien, avec chacun ses institutions autonomes, mais tu as un parlement fédéral dans lequel les minorités ont aussi un quota qui leur permettent une certaine représentation. Donc il y a toujours des tensions entre le gouvernement central irakien et la région autonome du Kurdistan. Une autre raison qui fait qu'ils ne deviennent pas un État à part entière, c'est que tu retrouves aussi des Kurdes en Iran, en Turquie et en Syrie. Et la perspective d'un État kurde, ça fait extrêmement peur à ces 3 autres pays en termes de revendications territoriales, de pouvoir économique, de pouvoir militaire. Et donc ils contraignent aussi ces revendications et ces velléités expansionnistes ou d'indépendance de la part des Kurdes. Ok, bon, jusque-là, c'est très clair. Et avant de passer à ma question d'après, est-ce que tu peux nous parler de l'État islamique, à quel moment il a été créé, parce qu'il a une petite partie en Irak. Quand est-ce que ça se passe, cette histoire? Alors, la guerre contre l'État islamique en Irak, elle débute après l'émergence de ce groupe extrémiste, donc à partir des années 2000, et qui se fortifie et qui revendique la mise en place d'un califat en 2014. L'État islamique, qui est aussi connu sous le nom de Daesh, a profité du chaos et de l'instabilité de l'Irak pour conquérir très rapidement de vastes territoires dans le nord et l'ouest du pays, et y compris des villes assez importantes comme Mossoul. Face à cette menace-là, le gouvernement irakien va lancer une offensive militaire pour repousser Daesh et libérer les territoires occupés, mais elles sont initialement, ces forces irakiennes, très mal préparées, peu équipées. Donc c'est des défaites, beaucoup de pertes de territoire et d'hommes. Et face à cette situation qui est extrêmement critique, t'as une coalition internationale qui va être dirigée par les États-Unis, qui est formée dès 2014 pour soutenir l'Irak dans la lutte contre l'État islamique, et qui va soutenir l'État avec un renforcement militaire, des frappes aériennes, des entraînements, des conseils tactiques, l'ouverture de corridors humanitaires, notamment pour les minorités qui vont être particulièrement visées par l'État islamique, tels que les Yézidis. Et nous y voilà. Alors juste pour revenir en arrière, les États-Unis sont arrivés en 2003, ils ont fait un peu le bazar finalement pour rien parce qu'il n'y avait pas d'armes nucléaires, et ils reviennent en 2014 pour aider l'Irak à faire fuir l'État islamique. Ouais, et donc cette fois c'est une intervention qui est coordonnée avec les autorités irakiennes. Ouais, ok, ils travaillent ensemble pour protéger du coup notamment les Yézidis. Exactement. Bon, c'était une histoire très claire qui est plus claire que mes 5 articles Wikipédia que j'ai lus. Je vais juste raconter, parce que j'ai une habitude, c'est d'aller sur le site du ministère des Affaires étrangères français, et j'étais voir la page de l'Irak. Je fais ça pour tous les pays, et parfois c'est bien, parfois c'est pas bien, mais l'Irak, elle est toute rouge. Et ils parlent de risques terroristes élevés, même aujourd'hui, ils parlent de risques d'enlèvement, ils disent la menace d'enlèvement ou d'attentat individuel existe sur l'ensemble du territoire, des activités criminelles peuvent donner lieu à des règlements de compte. Et du coup, ma question que j'ai laissée de côté tout à l'heure, qu'est-ce que tu fous là? Reviens tout de suite, qu'est-ce que tu fais en Irak avec tout ça? Parce que ce qu'on a oublié de dire avant, c'est que c'est fini l'État islamique depuis quelques années maintenant. C'est pas fini. C'est pas fini. Mais en tout cas, ils ont plus de parcelles officiellement à eux, enfin, qu'ils défendent. Non, ils ont plus de territoire officiel revendiqué. Exactement. Ouais. Mais on retrouve ce qu'on appelle des cellules dormantes, qui sont encore très présentes en Irak. Et donc, ça doit être une des raisons pour lesquelles la carte s'illumine de points rouges sur le site du ministère des Affaires étrangères. Parce que on a encore beaucoup de combattants qui cachent leur identité pour pas être arrêtés, et encore des cellules assez actives dans certaines parties de l'Irak. Ok, et toi, malgré tout ça, tu es venue? Oui, donc moi je travaille en Irak en tant qu'avocate des droits de l'homme, et je suis venue dans un premier temps pour travailler avec une ONG Yézidi, qui est une ONG locale et qui travaille sur les crimes commis par l'État islamique contre cette minorité
lorsque ils ont pris position du Sinjar, qui est la région montagneuse dans le nord-ouest à la frontière avec la Syrie. Donc je peux peut-être te préciser qui sont les Yézidis. Oui, je veux bien, oui. Et les Yézidis, donc tu parles du Sinjar, ils ont fui parce qu'ils se faisaient attaquer par l'État islamique. Ouais. En 2014. En 2014, à partir du 3 août 2014. En fait, Daesh a lancé une campagne génocidaire contre la minorité yézidi. C'est une toute petite minorité ethno-religieuse qui vit principalement en Irak, qui pratique une religion monothéiste non abrahamique. Donc, elle n'est pas présente dans les textes, que ce soit chez les chrétiens, chez les juifs ou chez les musulmans, dont le système de croyance n'est pas codifié dans un livre et repose davantage sur des traditions transmises de façon orale. Il faut savoir que chez les Yézidis, on est sur une toute petite communauté parce que la conversion n'est pas possible. Les 2 parents doivent être Yézidis pour qu'un enfant le soit également. Et selon cette religion, Dieu a créé le monde et a délégué son entretien à 7 anges, dirigés par l'ange Pan, Malek Tos, qui est un ange déchu. Et donc c'est ce qui fait que le Pan, c'est le symbole du yézidisme. Tout comme le serpent, parce qu'il croit qu'il a aidé l'humanité à survivre au déluge en colmatant une fuite dans l'arche de Noé. Sauf que dans une certaine interprétation stricte du texte coranique, le serpent et le pan sont vus comme des symboles du diable. Et donc les Yézidis sont perçus dans beaucoup de pays de la région comme des adorateurs du diable, sont largement discriminés, n'ont pas accès aux mêmes droits, que ce soit en termes d'éducation, de santé, et sont victimes d'un ostracisme particulier. Et c'est cette discrimination qui a été poussée à son paroxysme par l'État islamique et qui, selon Daesh, justifie que les Yézidis soient tués pour les hommes et réduits en esclavage sexuel pour les femmes. Le fait qu'ils soient considérés comme des adorateurs du diable, c'est depuis longtemps, c'est même depuis avant 2014. Oui, si on regarde à l'échelle de l'histoire, donc le yézidisme, c'est un des premiers monothéistes, puis qui a reçu des influences de chacune ensuite des autres religions, et ils ont toujours été persécutés. Ils viennent, tu vois, pratiquement tous ceux qui sont revenus aujourd'hui. Pour beaucoup, les Yézidis viennent initialement de l'Empire ottoman, plus de la région turque. Et au moment du génocide arménien, les Yézidis ont aussi été victimes de massacres par l'armée ottomane. Donc c'est pas nouveau. Ils ont connu en fait toute une histoire de persécution. Ok, donc ouais, depuis tout le temps. Et 2014, il y a eu un gros événement. Ils sont fait chasser par l'État islamique. Qu'est-ce qui leur a pris à l'État islamique, tu sais, à ce moment-là? Pourquoi ils se sont dit on va y aller à cette date-là? Ouais, donc moi dans le travail que je fais, donc je documente les violations commises par l'État islamique, donc en particulier contre cette minorité-là. Et si tu étudies la propagande de Daesh, son administration, ses infrastructures, parce que c'était vraiment un État institutionnalisé, tu peux te rendre compte que les Yézidis sont vraiment une cible qui a été choisie et pour laquelle ils ont mis en place une tactique de destruction. Donc quand ils arrivent en août 2014, ils ont pour objectif de tuer les hommes et de réduire en esclavage sexuel les petites filles et les femmes. Ça, c'est vraiment un objectif qui est préétabli dès le départ. Parce que quand ils arrivent, les instructions, elles sont très claires. Tu vois qu'il y a une systématisation de tous les actes qui sont commis par l'État islamique à l'encontre de cette minorité. Et tout est justifié par des textes du Coran, des sourates. Et c'est ensuite aussi, si tu veux, diffusé à grande échelle via la propagande de Daesh en ligne. Ok, bon, c'est terrible ce qui leur arrive, et ça, c'est depuis 2014, ça s'est arrêté. Toi, maintenant, tu retraces juste le passé, ou il y a encore en ce moment une situation similaire? Alors, on peut pas dire que la situation soit terminée, mais qu'elle est encore en cours. L'État islamique, il a été déchu, mais comme je t'ai dit, il existe encore de façon sporadique et il se recrée aussi à d'autres endroits du globe aujourd'hui. Pour ce qui concerne les Yézidis, malheureusement, on a énormément de personnes disparues.
pour lesquelles on ne sait pas si elles sont vivantes ou elles sont mortes, et notamment pour les femmes qui ont été enlevées et qui sont captives encore de l'État islamique. On sait qu'il y en a encore beaucoup, puisqu'on a des libérations qui ont lieu, je dirais pratiquement tous les 2 mois au moins. Tu vois, on en a eu encore une il y a 1 mois et demi où on a 8 femmes qui sont sorties de captivité, qui ont été retrouvées grâce à des passeurs et des tractations entre des ONG et des passeurs. Et elles sont libérées ou elles sont enfuies? Elles sont libérées. C'est une façon aussi pour l'État islamique de se faire de l'argent. Ah, ok. Il y a des rançons, une sorte de rançon. Exactement. Qui sont négociées, ouais. Avec qui? Et au départ, quand Daesh était vraiment en place et que on était vraiment sur un chaos total et des zones qui étaient totalement non accessibles, c'était des rançons qui étaient directement négociées auprès des familles via des passeurs, sans intervention aucune des autorités fédérales ou régionales. Puis ensuite, on a des groupes armés, notamment le PKK, qui aidait aussi à faire sortir, mais donc ça, plus sur la fin des Yézidis, mais on sait qu'il y en a toujours beaucoup qui sont captives, et c'est par des petits moyens, dès qu'on arrive à rentrer en contact avec elles, que certaines ONG, certains responsables arrivent à les faire sortir de captivité. On sait combien il y en a à peu près? On parle de 1000 ou on parle de 10 000 ou... On n'a pas de nombre exact. On sait que on compte 6400 à peu près femmes et enfants qui ont été réduits en esclavage, à peu près 5000 hommes qui ont été tués, et on estime qu'il y en a encore 2000 qui sont peut-être encore en captivité. Bon, des hommes et des femmes qu'on peut retrouver à Cérès, en Grèce aussi, où ils attendent des papiers, parce qu'ils sont pas tous en Irak. Ils essayent d'avoir des papiers aussi pour l'Allemagne ou d'autres pays où j'ai eu la chance d'aller. Oui, il faut savoir que les Yézidis ont une grande diaspora, notamment en Allemagne, qui a ouvert des couloirs humanitaires au moment où Daesh est très présent en Irak et puis à la chute pour accepter de nombreuses personnes de réfugiés yézidis. Donc t'en retrouves beaucoup en Allemagne, au Canada, en Australie, en Suède, en France aussi un peu, mais en France on a surtout accueilli aussi les chrétiens, qui est une autre minorité qui a été victime de l'État islamique. De l'Irak. Ouais, exactement. Bon, merci beaucoup pour cette introduction. Je sais pas combien de temps elle a duré, mais merci beaucoup pour cette intro. Ça nous permet un peu de mieux comprendre le contexte du Nord, parce que j'imagine que c'est pas la même chose. Toi, t'es dans le Nord, t'es près de la Turquie, de la Syrie. Tu es à quelques kilomètres du Tigre et pas loin de Mossoul. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter, donc là on va revenir pied sur terre dans le présent. Bon, on était dans le présent, mais là vraiment dans le présent de chez toi. Qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on ressent quand on arrive dans cette région pour la première fois? J'imagine que ça doit être un sacré choc, non? Les premiers pas que t'as fait en Irak. Alors moi, je suis en Kurdistan irakien. Je suis pas en Irak fédéral. Petite précision. Et la première fois que je suis arrivée de nuit, donc j'ai pas tout de suite pu contempler le paysage. Et ma première impression, c'est que j'étais très surprise par la ville, par les infrastructures. Je pense que comme beaucoup, je projetais pas un tel développement d'un point de vue infrastructure. Donc en termes de routes, en termes de building, notamment, je pense que c'est la première chose qui m'a frappée. Et ensuite, en prenant la route le lendemain avec la personne de l'ONG qui m'accompagnait, c'est les paysages de montagne qui sont impressionnants. Que vraiment tu déroules des montagnes à perte de vue qui t'entourent tout le long de tes trajets, qui sont absolument magnifiques, qui sont très arides en été, qui sont très vertes sur une courte période de l'année avec beaucoup de montons, beaucoup de bergers. Ça c'est très beau. Et moi, dans la ville où je suis, à Dohuk, je suis dans une cuvette entourée de montagnes. Donc tu vois, là je te parle et à travers de ma fenêtre, j'ai une montagne qui se dessine. Ok, partout autour de ta ville, c'est des montagnes. Ouais, partout autour de ma ville. Trop bien. Et quand tu parles de développement, parce que t'as atterri à Mossoul ou ailleurs, toi? Moi, j'ai atterri à Erbil, qui est la capitale du Kurdistan irakien, ouais. Ok, et là, le développement, c'est à Erbil qu'il y en a beaucoup, ou même toi, dans ta ville, c'est développé? En fait, je pense que tu peux le généraliser au Kurdistan irakien.
C'est vrai que le Kurdistan, c'est une région, par rapport à l'Irak fédéral, qui est très stable. T'as beaucoup d'investissements directs à l'étranger. T'as un investissement assez fort, notamment de la part de la Chine. C'est un État qui est relativement stable, beaucoup d'infrastructures. Donc je dirais que voilà, ça concerne les grandes villes du Kurdistan. Ok, d'accord. Peut-être pas la même chose à Bagdad. J'ai vu, c'est la 13e ville la plus polluée au monde. Donc peut-être que le développement est pas le même à Bagdad, qui lui n'est pas dans le Kurdistan irakien. Je pense que je te parle, voilà, je peux pas t'en parler parce que je le connais pas, j'ai pas pu le visiter. Moi, c'est des zones qui me sont interdites, j'ai pas le droit d'y aller. Ouais. Mais pour le coup, le développement est moins stable parce que rien que la présence de l'État islamique, elle est pas rentrée au Kurdistan, alors que des villes comme Mossoul, elles ont été totalement détruites. Mossoul est hors du Kurdistan, alors. Erbil est dedans? Erbil est dedans. Erbil, c'est la capitale du Kurdistan. Mossoul fait partie de l'Irak fédéral. D'accord. Alors, du coup, je sais pas si on peut généraliser au niveau des gens, mais en tout cas, de ton expérience au Kurdistan irakien, comment c'était les gens? Toi, quand t'es arrivé, tu t'es senti accueilli, ou alors il y a un petit peu de distance, il fallait que tu parles la langue? Comment c'était ton arrivée et ton intégration? Alors, faut savoir que ce qui est particulier, parce que moi, donc, je suis arrivée pour travailler dans une ONG yézidi, donc je me suis retrouvée principalement avec cette communauté, alors que c'est une minorité en Irak. Ouais, c'est vrai. Ouais, et les yézidis, voilà, ils parlent kurde, kourmanji. Ils peuvent s'identifier ou pas au fait d'être aussi irakien kurde. Ça dépend vraiment à qui tu parles. Mais ils ont voilà cette chose qui est très commune, qui est le sens de l'hospitalité très chaleureuse, un sens de l'accueil très ouvert envers leurs invités. Donc moi, j'ai été extrêmement bien accueillie dans une ONG où on est 3 internationaux pour 25 locaux dans mon projet. Puis plus globalement, une ONG sur même les autres projets où il y a que des locaux, et majoritairement des yézidis. Et ils m'ont tout de suite mis à l'aise. J'ai très vite été très bien intégrée. Aller faire des parties de foot avec eux, être invitée à aller dîner dans leur famille qui vit dans les camps de déplacés internes, donc comme des camps de réfugiés. Et j'ai lié des liens voilà, très forts avec quelques-uns de mes collègues. Ok, donc ouais, tu t'es invité dans les familles et tout. Et il y a des soirées là-bas, vous faites des soirées entre vous, des choses comme ça, ou le soir ça va être plutôt calme, c'est comment l'ambiance? Alors à Dohuk, donc la ville où moi je suis, c'est plutôt calme. On est sur une ville assez familiale, conservatrice, donc plutôt calme. Je sors. On peut pas dire que je sors, c'est que j'ai une vie nocturne très active. Et mes collègues, en fait, la majorité, ils vivent en camp, donc ils sont éloignés du centre de la ville. Et par exemple aussi, les filles, elles ne peuvent pas sortir le soir. Ouais. Voilà. Toi inclus? Ou Alors non, pas moi inclus. Moi, je peux sortir, mais on va dire qu'une femme non mariée ne sort pas seule le soir. Ouais. Ouais, donc il y a pas de boîte de nuit, peut-être à Erbil, peut-être? À Erbil, ouais. À Erbil, on est plus sur un mix de cultures avec voilà, tu sens qu'il y a quand même beaucoup d'étrangers qui viennent y vivre, que ce soit pour l'industrie pétrolière, que ce soit les ONG qui sont très présentes pour l'aide humanitaire, l'aide au développement, et que il y a un mix, il y a une volonté aussi de la jeune génération kurde de plus sortir, donc tu vas avoir des boîtes de nuit, beaucoup de restos, beaucoup de bars. Ouais, on est sur un mode de vie qui est très différent par rapport à celui que moi j'ai. Et tu dis, il y a beaucoup d'expatriés à Erbil. Dans ton cas, dans ta ville, t'es la française du village où il y a beaucoup de monde Alors il y en a moins qu'avant. Il y a une période, on avait beaucoup puisqu'en fait, Dohuk était la ville la plus proche de Mossoul quand l'État islamique était là. Et donc c'était un pont humanitaire vital. Vital et très bien gardé, du coup, pour protéger que l'État islamique ne vienne pas. Ouais. Donc là, t'avais quand même une proportion d'humanitaires, de travailleurs du secteur de l'urgence, des droits de l'homme qui était assez importante. Et depuis la chute, voilà, ça a quand même beaucoup diminué. Mais je suis pas la seule. Tu vois, je connais 2 autres françaises. Ma coloc, elle est irakienne suédoise et yézidi.
Donc tu en retrouves quelques-uns, mais par contre, ouais, c'est une toute petite communauté, quoi. On est, moi, autour de moi, on est une dizaine. Ouais, ok. Tu dois avoir des gros yeux, les gens ils doivent te regarder quand tu rentres en Europe, ils doivent te dire mais attends quoi? T'es en Irak? C'était pas une surprise pour mes proches que je parte, vu que j'ai toujours étudié les conflits et que je me suis spécialisée sur la région du Moyen-Orient et les violences sexuelles. Donc c'était plutôt attendu. C'est sûr que les gens font des gros yeux parce qu'on a cette vision de l'Irak où on entend en Europe presque que parler par le prisme de l'invasion américaine et de la présence de l'État islamique. Il y a des raisons d'être inquiet, hein. Il y a des frappes qui sont encore qui arrivent pas que de façon occasionnelle, hein, mais de façon rapprochée même par moment. Mais en tout cas, si on parle du Kurdistan, on est sur une région qui est quand même très stable, qui se développe rapidement, beaucoup d'investissements économiques, une vie nocturne et culturelle, voilà, qui s'active de plus en plus. Donc, je pense qu'il faut le démystifier un petit peu aussi, et des gens aussi qui ont une volonté. Tu vois, moi, quand je parle avec des taxis ou quand je suis au resto avec des Kurdes locaux, notamment les Kurdes, ils ont cette envie qu'on arrête de parler de leur pays comme un pays de guerre. Ouais, ils te le disent, ils te disent ici on est accueillant, ici faut venir avec ta famille et tout. Ouais, exactement. Ils te disent faut venir, faut dire à tes amis de venir. On veut voir du monde. Et ça, du coup, c'est vraiment au Kurdistan irakien, donc vraiment au nord. Est-ce que parce que je connais quelqu'un qui est actuellement en Turquie, on peut partir en Irak comme ça, où les frontières faut éviter, et il faudrait forcément prendre l'avion si on voulait venir te voir? Les frontières sont quand même à éviter parce que c'est là où tu as le plus d'affrontements entre les différents groupes armés. Et c'est là aussi où tu as des risques d'enlèvement parce que tu as encore des cellules de Daesh. En fait, tout ce qui est frontières, régions montagneuses, les régions qui sont un petit peu éloignées des villes principales, mais notamment les frontières, parce que on parle de guerre de territoire, c'est les zones à éviter. D'accord. Bon, bah, c'est parfait, parce que tu réponds un peu à la question que je me posais, c'est, est-ce que c'est possible toi, de faire du tourisme? Qu'est-ce que tu as pu faire, dans le Kurdistan irakien, du coup? J'imagine que tu vas pas te balader tout seul dans les montagnes, c'est ça? Alors, toute seule, non, mais pour le coup, si t'aimes la rando, c'est un pays de randonnée parce que t'as des chemins montagneux assez magiques à faire. T'as pas mal d'endroits où t'as des cours d'eau, des lacs avec des caves où tu peux plonger et aller te balader, donc c'est très joli. Donc si t'es un fan de la marche, c'est une jolie destination, notamment si tu pars plutôt vers Souleymania, qui est une région très très verte de l'Irak, qui est très connue pour sa culture très riche de danse, de musique, production de safran, par exemple. Moi, ce que j'ai pu faire, j'ai notamment visité les lieux religieux yézidis, dont le temple de Laalish, qui est vraiment l'endroit sacré pour les yézidis, où ils fêtent leur nouvel an là-bas, au début du printemps. C'est vraiment une cérémonie qui est superbe. Ils viennent en famille, ils sont revêtus de leurs habits traditionnels. Donc pour les femmes, c'est notamment, elles se voilent de cette couleur lilas, très printanière, et de chapeaux qui sont faits à la main avec beaucoup de décoration. Et ce que je trouve très beau, c'est que t'as pas l'impression d'être juste à une fête religieuse où t'as des croyants qui se réunissent, mais c'est une communauté qui est tellement, tellement proche que t'as l'impression d'être à une grande fête de famille. Et tout le monde a une petite pierre sur laquelle il met une mèche et allume une bougie. Et donc, voilà, tout l'endroit est éclairé au cœur des montagnes jusqu'à ce que le soleil se couche et que tout soit éclairé à la bougie. C'est vraiment très beau. Ouais, t'as pu voir ça, alors. Ouais, j'ai pu faire ça parce que j'ai la chance d'avoir une colocataire qui est yézidi. J'ai pu aller aussi pendant le Nouvel An, être dans sa famille au village et partager mes repas avec eux, faire les célébrations traditionnelles autour de cette étape qu'est le printemps et donc l'entrée dans une nouvelle année. Donc ça, c'est une façon aussi de connaître les gens pour lesquels je travaille au final. Ouais, bien sûr. Trop chouette. Et tu parles kurde, t'as dit, hein? Alors pas du tout. Non, je peux te dire bonjour, merci et prendre un taxi, mais
Comment tu fais dans C'est les assez familles? limité. Et ben ma coloc, elle est yézidi, mais elle est aussi suédoise, donc elle a un anglais parfait. Donc j'ai une traductrice à la maison. Donc ça c'est super chance. Et pour le travail? Pour le travail, tout est en anglais. Ok. Quand j'étais en ONG, c'est un autre point sur lequel j'étais vraiment impressionnée, c'est ils avaient tous un anglais parfait, alors que ça faisait pas forcément partie des compétences attendues pour leur job. Je te donne un exemple. Les enquêteurs, donc ceux qui faisaient les interviews de victimes, ils les font en kurde. Il faut savoir que tout le monde est bilingue kurde-arabe, déjà. Mais en plus de ça, ils parlaient anglais. Les psychologues, c'est pareil. Alors que les personnes avec lesquelles ils travaillent, leurs patients, ils sont yézidis kurdes. Donc, ils m'ont vraiment aussi facilité l'intégration parce que c'est eux qui faisaient l'effort de me parler en anglais. Ok, trop bien. Donc on ressent vraiment l'accueil que tu as pu avoir alors. Et vu que tu parles de ces repas et puis de ces fêtes traditionnelles, parlons de cuisine irakienne. Je ne sais pas s'il y a une différence entre cuisine du Kurdistan irakien et cuisine irakienne, mais c'est quoi les plats un peu traditionnels? Est-ce que c'est riche, ce que tu as pu manger? Alors les plats, moi que j'ai principalement pu goûter et que j'aime bien, il y a le dolma. Donc c'est la feuille de vigne farcie qui est servie avec des légumes farcis, du riz safrané ou non. Et ça, c'est vraiment goûtu, c'est vraiment très bon. Bah, t'as le kebab, donc la brochette d'agneau grillée. La soupe de lentilles qui te servent partout au restaurant. À chaque fois que tu manges quelque chose, t'auras une soupe de lentilles avec. Ouais. Et puis t'as les mezze aussi que tu retrouves communément dans la région du Moyen-Orient. Mais on va dire que c'est principalement des plats à base de riz et de poulet. Et tu me disais, il y a du poulet tous les jours. Il y a du poulet tous les jours. Ouais, c'est pas le pays des végétariens, pas encore. Et pour les grandes occasions, parce que là, ils ont une vie qui est très très rythmée par, si tu veux, les fêtes religieuses et les fêtes familiales. Donc ça va être notamment les mariages, les naissances et ensuite les différentes célébrations. Et là, pour ces occasions-là, tu manges de l'agneau. Et donc là, c'est tes grands plats avec beaucoup. Ils mangent beaucoup de boulgour ici. Donc t'es assis, t'as ton grand plateau en argent et t'as ton boulgour et ton agneau, ton mouton qui te sont servis. Bon, je vais pas le redire dans cet épisode parce que je le dis dans chacun, mais tu me donnes envie de venir. Mais je vais pas le dire. Si seulement on pouvait venir par la route en faisant du stop, je serais déjà en train d'envisager ma venue. Mais de ce que j'ai compris, c'est peut-être un peu compliqué. Il y a un petit chapitre qui revient souvent et apparemment c'est aussi important là où tu es, c'est le réchauffement climatique. Sans que j'en parle, tout le monde m'en parle dans les épisodes, donc c'est parti, je lance la question qui va être généralisée à tous les épisodes. Est-ce que tu peux nous parler du réchauffement climatique? Quels impacts tu ressens toi et est-ce qu'il y a des inquiétudes des gens pour l'avenir ou des ONG ou de je ne sais qui est conscient de ça pour l'avenir? Alors le premier impact en Irak, tu le sens tout de suite parce que c'est au niveau des températures. On est dans un pays où il fait déjà, on va dire, en temps normal, très très chaud. Mais l'impact du réchauffement climatique fait que les chaleurs arrivent plus vite et plus fortement. Donc tu vois, là on est en juillet et j'ai déjà eu des 42 degrés cette semaine et la semaine dernière. Ce qui est en fait plus haut que la normale. Et puis on peut monter jusqu'à, notamment dans le sud, plutôt à Bagdad, hein, mais il monte jusqu'à 50 et plus. Et donc là, la première conséquence, c'est ça. Donc ça va en fait d'avoir des endroits qui vont devenir inhabitables, avec une sécheresse qui va aussi te paralyser tes mouvements de personnes, mais ton agriculture, donc ta souveraineté alimentaire. Et ta capacité à produire de quoi te nourrir. Donc ça c'est, je dirais, la conséquence moi directe que je peux ressentir au quotidien. Et après plus largement, mais donc moi c'est moins des problématiques sur lesquelles je travaille,
ça va être les installations qui sont pas encore du tout adaptées, parce qu'on est dans un pays qui se pose pas encore suffisamment ces questions, qui est vraiment tourné sur l'industrie pétrolière. Donc on est sur des ressources qui sont pas écologiques, dont l'impact au contraire a des conséquences sur ton environnement. Il n'y a pas d'éducation au dérèglement climatique et à ses conséquences. Et tu le vois aussi sur l'utilisation du plastique, l'absence de recyclage. Donc on n'est pas encore dans des démarches et des réflexions qui sont entrées dans les mœurs, et voire même qui sont ralenties par le pouvoir en place, qui veut pas forcément que ce soit des choses qui soient discutées au niveau du débat public, pour ne pas remettre en cause le fait que leur première source financière elle est issue ouais, bien sûr, ouais. Voilà, de sources polluantes. Est-ce que pour conclure, tu aurais une anecdote croustillante à nous partager sur là où tu es, donc une région d'Irak, qui peut être généralisable ou non, que seules les personnes qui ont vécu peuvent connaître? En tout cas, en étant dans la communauté pour laquelle je travaille et dans laquelle j'évolue, la petite anecdote, c'est que pour le nouvel an yézidi, j'ai cassé tous les œufs, et donc seuls les Irakiens pourraient comprendre ce que cela signifie. Mais ce qui s'est passé, c'est que dans la tradition yézidi, l'œuf, ça représente le monde, et quand tu brises la coque de l'œuf, c'est quand le monde qui était sous glace se fait libérer par le dieu Pan, et donc c'est le début du printemps. Et donc pour le nouvel an, tu fais bouillir des œufs pour avoir des œufs durs, et ensuite tu les peins de toutes les couleurs, et après tu peux comme ça jouer à un jeu où tu frappes ton œuf contre celui de l'autre, et le premier qui craque sa coquille, il a perdu, et il doit te donner son œuf. Et donc moi j'ai passé une matinée avec ma coloc à peindre une 40aine d'œufs pour le nouvel an yézidi où j'étais invitée, et au moment de la célébration des jeux où tous les enfants sont là, j'arrive avec mon panier, je trébuche et je les éclate tous par terre. Ah non, comme dans un film. Pour la principale cérémonie, j'ai tué la principale tradition. Je crois que ma coloc était ravie de m'avoir emmenée dans sa famille. Oh là là, comment ça s'est passé après? Je parle pas la langue. En plus, je pouvais pas m'excuser, donc c'était vraiment très embarrassant comme situation. Mais non. Ils ont bien rigolé de mon embarras. Donc ça, c'est allé. Je crois que je suis réinvitée pour l'année prochaine. Oh non, t'as pu manger quand même? Ouais, ça va, ils m'ont pas privé de dessin. Bon, Léa, c'est un peu délicat parce que je sais pas, on peut pas dire que papa, maman, tout va bien, parce que papa, maman, tout va pas bien pour certaines personnes qui sont avec l'État islamique, pour les frontières, pour les régions montagneuses, peut-être au sud, ça va pas bien non plus. Mais du coup, on va se concentrer sur toi, ta vie et la ville où tu es et la région peut-être. Est-ce qu'on peut dire que papa, maman, tout va bien au Kurdistan irakien? Ouais, on peut dire que le Kurdistan irakien, si on est prudent, tout va bien. Super, merci beaucoup Léa. Merci Béranger, c'était très chouette de partager ça avec toi. Celles et ceux qui me connaissent et savent ce que je vais dire, mais je vais sûrement dire que je m'attendais pas du tout à avoir envie d'aller dans ce pays. On avait un peu préparé ça avec Léa et je commençais à me dire ah tiens ok on peut vivre là-bas comme ça peut être cool. Mais c'est vrai que là ça parle de montagne, ça parle de fêtes traditionnelles, de couleurs, de goût, de safran, de ce genre de choses et en fait ça m'a donné envie de venir en tout cas au nord de l'Irak, et de venir goûter tout ça. Petite statistique que j'ai pas sortie pendant le podcast, mais qu'il faut que je sorte maintenant, en dehors du podcast, 2% du territoire irakien est de la côte. C'est-à-dire qu'on fait la circonférence de tout le pays, il y a 2% c'est de la côte, et en fait c'est le 3e pays avec le moins de côtes, plus que 0 évidemment, donc un pays qui a de la côte mais qui en a le moins au monde. Voilà, petite statistique que vous pourrez ressortir dans un dîner de famille ou bien dans une fête traditionnelle d'Irak. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode de Papa Maman Tout va bien. Merci à Léa et toutes les personnes qui m'ont aidé et fait des retours sur les précédents podcasts. Si vous êtes encore là, prenez le temps de m'écrire pour me dire si cet épisode vous a plu. Si vous aussi vous avez envie d'aller en Irak,
alors qu'à la base vous ne pensiez pas du tout y aller, envoyez-moi ces messages à l'adresse papamamantoutva-bien@gmail.com ou bien directement sur Instagram. Je vous retrouve la semaine prochaine pour la découverte d'un nouveau pays, de nouvelles expériences formidables à travers cette planète où globalement, papa, maman, tout va bien.